ma fille a menti au tribunal pour aider mon ex-femme à obtenir la garde de nos enfants, et maintenant, 5 ans plus tard, elle s'excuse et veut tout réparer après avoir compris que sa mère l'avait manipulée. Je suis un homme de 45 ans, divorcé depuis 5 ans de mon ex-femme Sarah, âgée de 43 ans. Après la fin de notre divorce, Sarah a obtenu la garde principale de nos 3 enfants, malgré le fait qu'elle m'ait trompé pendant notre mariage. J'ai toujours été convaincu, depuis le début, qu'elle s'était battue pour obtenir la garde complète uniquement afin de percevoir une pension alimentaire. Pour elle, il ne s'agissait pas du bien-être des enfants ni de ce qui pouvait leur être bénéfique à long terme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur une pension compensatoire, puisque je disposais de preuves claires de son infidélité avec mon ancien meilleur ami Thomas. Les éléments que j'avais réunis sur l'ordinateur portable que nous partagions rendaient impossible pour elle d'obtenir un soutien financier durable par ce biais. Plutôt que de livrer une bataille qu'elle risquait fort de perdre, Sarah a su manipuler habilement notre fille aînée, Maya, en lui faisant croire que j'étais le coupable de la rupture de notre famille. Maya avait 15 ans au moment des procédures, un âge suffisant pour que ses préférences soient prises en compte par le juge. Oubliant toutes les années où j'avais été un père présent et dévoué, Maya a témoigné contre moi, affirmant que j'avais des accès de colère qui me rendaient dangereux pour elle et ses frères et sœurs, et que, pour le bien de tous, il valait mieux que mon accès à eux soit limité. Ces accusations étaient complètement inventées, mais venant de ma propre fille, elles ont pesé lourd dans la décision du tribunal. Comme je le redoutais, le juge a pris son témoignage très au sérieux et a accordé la garde principale à Sarah. On m'a alors imposé des visites supervisées, accompagnées d'une obligation de suivi psychologique, avant que je ne puisse enfin revoir mes enfants sans surveillance. Ces visites supervisées ont été un profond moment d'humiliation pour moi, devoir passer du temps avec mes propres enfants sous l'œil d'un étranger désigné par la cour, comme si j'avais été une menace. Pendant cette période, je voyais surtout mes 2 plus jeunes enfants, Noah, qui avait 8 ans, et Emma, qui en avait 6. Eux seuls semblaient véritablement peinés par mon absence et sincèrement heureux chaque fois que je venais les voir. Même après la levée de cette supervision, Maya continuait de fuir complètement nos rencontres. Aujourd'hui, Noah a 13 ans et Emma en a 11. Récemment, lors de nos habituelles visites du week-end, ils m'ont confié que Sarah et Maya se disputaient souvent depuis plusieurs mois. D'après eux, les tensions sont devenues de plus en plus vives. Maya, qui a désormais 20 ans, semble très stressée lorsqu'elle rentre à la maison pendant les vacances universitaires. Les enfants m'ont raconté qu'elle avait souvent l'air bouleversée et qu'elle se réfugiait dans sa chambre après ces disputes. Cela m'a beaucoup surpris, car Maya avait toujours été la préférée de Sarah. Depuis la fin du divorce, elle avait coupé tout contact avec moi, sans jamais expliquer pourquoi elle avait menti devant le tribunal, provoquant ainsi la perte de la garde de mes enfants. J'ai toujours pensé que Sarah l'avait manipulée, mais je n'ai jamais su exactement ce qui s'était passé entre elles. Le week-end dernier, je suis allé, comme à mon habitude, chez Sarah et Thomas Howie. Ils se sont mariés après notre séparation pour récupérer Noah et Emma. Je reste habituellement dans l'allée, et les enfants viennent me rejoindre, afin d'éviter toute interaction inutile avec Sarah ou Thomas. À ma grande surprise, Maya est sortie avec eux. C'était tout à fait inhabituel de sa part, elle qui me fuyait toujours, allant même jusqu'à s'enfermer dans sa chambre quand j'arrivais. Cette fois, elle s'est approchée de ma voiture et m'a dit qu'elle devait absolument me parler de quelque chose d'important. Elle semblait tendue, et je voyais bien qu'elle était nerveuse. J'ai été profondément étonné par ce changement d'attitude, mais je l'ai immédiatement repoussé, lui disant que je n'avais rien à lui dire. Même si 5 années avaient passé et qu'elle restait ma fille, je n'ai jamais pu lui pardonner ni oublier ce que j'avais enduré à cause de son faux témoignage. La douleur d'avoir été détruit par ma propre enfant devant la justice est une blessure que je n'ai jamais pu refermer. Je suis parti aussi vite que possible avec Noah et Emma, j'ai passé le week-end avec eux comme nous en avions l'habitude, et quand je les ai ramenés, Maya a de nouveau tenté de m'adresser la parole. Je l'ai ignoré et je suis reparti aussitôt, ne voulant pas raviver d'anciennes blessures avec une discussion que je croyais inutile. Après cette rencontre, Maya a commencé à m'appeler sans cesse, ce qu'elle n'avait jamais fait durant toutes ces années. En réalité, j'ai toujours eu le même numéro de téléphone qu'avant le divorce, et jamais elle ne l'avait utilisé pour me joindre. Elle s'est mise à m'envoyer des messages, disant qu'elle devait me parler de toute urgence d'un sujet très important. Il y a 2 jours, j'ai fini par céder après avoir reçu plusieurs messages chaque jour. Il était clair qu'elle avait quelque chose de sérieux à me dire. J'ai donc accepté de la recevoir chez moi, principalement par curiosité, pour comprendre ce qui pouvait être si urgent après tant d'années de silence. Elle est arrivée ce soir-là, exactement à l'heure convenue, et dès qu'elle a franchi le seuil, elle a commencé à s'excuser abondamment. Elle m'a dit qu'elle m'avait complètement mal compris et qu'elle avait commis la pire erreur de sa vie en témoignant contre moi au tribunal. Elle semblait sincèrement pleine de remords, ce qui m'a profondément surpris.
Déstabilisé par ce revirement soudain après tant d'années, je lui ai demandé de m'expliquer ce qui l'avait poussé à témoigner ainsi et ce qui avait changé sa vision des choses de façon si radicale. Pour donner un peu de contexte, je n'ai découvert la liaison de Sarah avec Thomas qu'après qu'elle ait demandé le divorce. Elle m'a présenté les papiers, a avoué sa tromperie comme si ce n'était qu'un détail mineur, et a agi comme si tout était déjà décidé. Au début, j'ai essayé de sauver notre mariage, lui disant que j'étais prêt à surmonter cela pour le bien de notre famille, mais elle a insisté, affirmant qu'elle voulait construire une vie avec Thomas. Après quelques jours à être dévasté par l'effondrement de notre couple, la colère et l'humiliation ont pris le dessus, et j'ai décidé de me battre pour tout dans le divorce. Cependant, j'ai voulu préserver nos enfants, convaincu qu'ils ne devaient pas souffrir davantage des erreurs de leurs parents. Mon seul souhait était de conserver mes biens, la maison, et tout ce que nous avions bâti ensemble. Compte tenu des circonstances, je considérais cela comme légitime. Sarah, en revanche, n'était pas satisfaite, réalisant qu'elle se retrouverait avec très peu, d'autant plus que Thomas traversait une période professionnelle difficile. Ses affaires échouaient et il était sans emploi. C'est alors que la bataille pour la garde a véritablement commencé. Elle a compris que la pension alimentaire était le seul moyen d'obtenir un revenu régulier de ma part. Comme nos deux plus jeunes enfants étaient trop jeunes pour peser dans la décision du tribunal, elle s'est concentrée sur Maya, en la manipulant par des mensonges destinés à me faire passer pour le méchant dans notre histoire familiale. D'après Maya, Sarah lui avait fait croire que je l'avais contrainte à abandonner ses études de médecine lorsqu'elle était tombée enceinte d'elle, ce qui était totalement faux. Sarah avait choisi d'elle-même d'arrêter ses études, trouvant que le stress était trop lourd à gérer durant sa grossesse. Elle lui avait aussi affirmé que je l'avais forcée à devenir mère au foyer après la naissance de Maya et notre mariage, alors qu'en réalité, c'était une décision que nous avions prise ensemble, pensant qu'elle serait bénéfique pour notre famille à l'époque. Sarah a aussi dit à Maya que je la considérais uniquement comme une mère, que je lui avais exigé d'avoir au moins 3 enfants, et que je prévoyais même un 4e, ce qui était encore une invention complète. Nous avions tous les deux désiré avoir des enfants, et chaque grossesse avait été planifiée et acceptée d'un commun accord. Sarah avait persuadé Maya que je ne m'intéressais à elle que lorsqu'elle portait mes enfants, mais qu'en dehors de cela, je ne me souciais ni de son bien-être ni de ses rêves. Elle prétendait que cette négligence l'avait poussée à chercher du réconfort auprès de Thomas, qui, lui, l'aurait aimée pour ce qu'elle était, et non pour son rôle de mère. Elle a fait croire à Maya que j'étais l'antagoniste de leur histoire d'amour, et que je cherchais à la priver de tout ce qu'elle méritait dans le divorce. Elle disait que la pension alimentaire était la seule façon pour elle d'obtenir quoi que ce soit de moi, me présentant comme un homme prêt à la laisser sans rien, par pure vengeance. Maya a cru chaque mot sans jamais rien remettre en question, simplement parce que cela venait de sa mère, avec qui elle avait toujours été proche. Elle a donc témoigné contre moi, répétant les mensonges de Sarah comme s'il s'agissait de vérités établies. Thomas et Sarah l'avaient également convaincu de couper les ponts avec tous ses grands-parents, car ces derniers désapprouvaient ce qu'ils avaient fait, et ils ne voulaient pas que Maya découvre la vérité à mon sujet par d'autres membres de la famille qui connaissaient la réalité. Elle ne les a jamais remis en question, acceptant leur version des faits sans réserve. Récemment, cependant, Maya a repris contact avec ses grands-parents maternels après que sa grand-mère ait eu une crise cardiaque. Sarah et Thomas ont très mal réagi à cette réconciliation, car mes anciens beaux-parents ont décidé de lui révéler certaines vérités du passé. Ils l'ont encouragée à venir me parler directement pour découvrir par elle-même ce qui s'était vraiment passé, au lieu de continuer à se fier à la version biaisée qu'on lui avait donnée. D'après Maya, c'est là-dessus qu'elle et sa mère se disputaient depuis des mois, Sarah tentant par tous les moyens de l'empêcher de me contacter, ce qui n'a fait que renforcer ses soupçons. À 20 ans, elle n'est plus aussi naïve qu'à 15, et les efforts désespérés de sa mère pour l'éloigner de moi et de ses grands-parents lui ont paru de plus en plus suspects. Maya est désormais convaincue que sa mère s'est servie d'elle comme d'un pion dans notre divorce, et elle voulait me parler de la possibilité de poursuivre Sarah en justice pour les dommages qu'elle avait causés à notre relation, et à celle que j'ai avec mes autres enfants. Dès qu'elle a évoqué cette idée, je l'ai immédiatement rejetée. Je lui ai dit que je ne voulais pas me lancer dans une nouvelle bataille judiciaire, j'en avais eu assez pour toute une vie. L'idée de retourner devant un tribunal, de faire face encore une fois à des avocats, des juges, et à tout ce système, me remplissait d'appréhension. Elle a insisté, affirmant qu'elle nous avait volé des années de relations père-fille et que sa mère méritait de subir les conséquences de ses manipulations. Peut-être avait-elle raison, mais je n'avais absolument aucun désir de retourner devant la justice. Ce serait une perte de temps, d'argent, et surtout une épreuve émotionnelle dont je ne voulais plus. Maintenant que Maya connaissait la vérité, et que j'avais refait ma vie, trouvé une nouvelle stabilité, la seule chose que je pourrais envisager serait de demander à Sarah une modification de notre accord de garde, afin que Noah et Emma puissent passer plus de temps avec moi. Au-delà de cela, je voulais éviter toute confrontation juridique.
Ce n'était pas par peur, mais par souci de pragmatisme, et pour préserver la paix intérieure que j'avais enfin réussi à trouver après des années de chaos. Mais Maya continuait d'insister, de plus en plus passionnée par cette quête de justice et de responsabilité. Finalement, j'ai perdu patience face à son insistance. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle se sente coupable de ce qui s'était passé, mais qu'en réalité, elle s'était laissée manipuler, même si au fond d'elle, elle savait que je n'étais pas l'homme que sa mère décrivait. Elle avait vécu 15 ans à mes côtés avant le divorce, elle connaissait directement mon caractère et mon comportement. À l'époque, elle avait voulu être l'héroïne de sa mère, et maintenant, elle voulait être la mienne. Je lui ai dit d'arrêter de s'immiscer dans des affaires qui ne la concernaient plus. À 20 ans, il n'y avait plus aucun accord de garde qui l'empêchait de passer du temps avec moi et de réparer ses erreurs passées. En ce qui concerne ses frères et sœurs, c'était à moi de gérer la situation, par les voies appropriées. Mais elle devait cesser de me pousser à faire quelque chose dont je n'avais ni l'envie, ni le besoin, simplement parce qu'elle se sentait coupable de son rôle dans le passé. Elle a semblé choquée par la rudesse de mes paroles et par mon ton sec. Elle est partie sans dire grand-chose et ne m'a plus recontacté depuis cette confrontation. Maintenant, je me demande si je n'ai pas été trop dur avec elle, si mon ressentiment persistant m'a poussé à rejeter trop brutalement une tentative sincère de réconciliation. Suis-je le salaud pour avoir dit à ma fille d'arrêter de se mêler de tout et de vouloir jouer les héroïnes à chaque occasion? Mise à jour 1, après avoir publié mon histoire et lu les commentaires, j'ai réalisé que je n'avais pas été en contact réel avec mes anciens beaux-parents depuis de nombreuses années, et que je n'avais donc aucune idée qu'ils encourageaient encore Maya à reprendre contact avec moi. J'ai récemment parlé avec eux pour leur demander ce qu'ils avaient dit exactement à Maya, et ils m'ont confirmé qu'ils l'avaient bien poussée à me contacter. Ils m'ont expliqué qu'ils ne m'avaient rien dit à ce sujet parce qu'ils ne voulaient pas me donner de faux espoirs, au cas où elle déciderait finalement de ne pas le faire. Ils savaient combien cette rupture avait été douloureuse pour moi et ne voulaient pas raviver cette souffrance si leurs efforts restaient vains. Je leur ai exprimé ma gratitude pour leur intervention et leur soutien. Ils avaient aussi témoigné en ma faveur lors de l'audience sur la garde, aux côtés de mes parents, ce qui avait créé une dynamique délicate dans nos relations, mais nous avions tout de même gardé un certain contact au fil des années, malgré ces complications. Toutefois, en raison de mon emploi du temps chargé ces derniers temps, je ne leur avais pas parlé depuis plusieurs mois. Nous nous étions un peu éloignés, non pas à cause d'un conflit, mais simplement à cause de cette distance naturelle qui s'installe parfois quand les gens ne font plus partie activement de la vie des autres. Je leur suis reconnaissant d'avoir pensé à intervenir de cette manière, car grâce à eux, Maya a enfin découvert la vérité sur sa mère. Cela signifie que je peux maintenant demander la garde partagée de Noah et Emma, ce qui représente une avancée considérable, et je leur suis extrêmement reconnaissant d'avoir rendu cela possible. Avant de poursuivre cette mise à jour, je tiens à préciser quelque chose d'important concernant mes précédentes démarches de garde. J'ai tenté d'obtenir la garde partagée de mes enfants plus jeunes dans les années qui ont suivi le divorce. J'ai essayé à 2 reprises par des voies juridiques officielles, mais Sarah s'est battue avec acharnement contre tout changement, sachant que les plus jeunes étaient sa seule source de pension alimentaire de ma part, puisque Maya était déjà majeure à ce moment-là. Je déteste l'admettre, mais elle et son avocat ont été très efficaces pour me dépeindre négativement devant le tribunal, exploitant l'ancien témoignage de Maya contre moi, en prétendant que rien n'avait changé concernant mon soi-disant tempérament instable. Mon propre avocat m'a conseillé d'attendre et de construire un dossier plus solide avant de retenter une action. Depuis 3 ans, j'ai donc préféré patienter plutôt que de gaspiller mon temps, mon énergie et mes ressources dans une bataille qui semblait perdue d'avance, compte tenu du précédent déjà établi. C'est une situation complexe et bien plus profonde que ce que j'ai expliqué ici, mais je vous assure. J'ai fait de mon mieux avec les contraintes auxquelles j'étais confronté. Maintenant, pour la mise à jour, j'ai finalement décidé de parler à Maya et de résoudre nos différends, car après plusieurs jours de réflexion, j'ai compris que l'univers m'offrait une seconde chance de renouer avec la fille que j'avais perdue à cause de Sarah. Je ne pouvais pas nier qu'après la naissance de Maya, ma carrière prenante m'avait laissé peu de temps pour elle, et c'était principalement Sarah qui passait ses journées et ses nuits à s'occuper d'elle. Je n'étais pas complètement absent de sa vie, mais naturellement, ayant passé plus de temps avec sa mère, Maya avait noué un lien plus étroit avec elle. Comme je l'ai mentionné dans mon récit initial, Maya était l'enfant préféré de Sarah, et elles avaient toujours partagé une connexion spéciale, qui me faisait parfois me sentir étranger à leur relation. J'ai essayé de me mettre à la place de Maya, et j'ai compris qu'il aurait aussi été difficile pour moi de douter de ma propre mère, étant donné leur proximité. Elle a commis une erreur à 15 ans, une erreur grave aux conséquences durables, et elle a continué à croire sa mère jusqu'à récemment. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre pour le reste de sa vie. Elle a choisi de mentir à mon sujet et de nuire à ma relation avec ses frères et sœurs pendant des années, et cela restera gravé en elle à jamais. Ce ne sont pas de petites fautes que l'on peut facilement oublier ou minimiser.
Mais le fait qu'elle ait reconnu son erreur et qu'elle soit venue vers moi pour faire amende honorable a une réelle importance. Après de nombreuses réflexions et un long débat intérieur, j'ai décidé au moins de lui parler, au lieu de rejeter son excuse d'emblée. Ainsi, plus tôt aujourd'hui, je l'ai appelée et lui ai dit que j'étais prêt à lui parler à nouveau si elle souhaitait régler les choses et commencer à reconstruire notre relation. Je lui ai proposé de venir chez moi ce soir-là, afin que nous puissions avoir une vraie conversation en face à face. Malheureusement, elle était déjà retournée à l'université, dans un autre état, mais nous avons convenu de faire un appel vidéo, pour au moins discuter temporairement jusqu'à ce qu'elle puisse revenir. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés en visioconférence, et après des salutations un peu maladroites, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Aucun de nous ne savait vraiment comment se comporter après tant d'années de séparation, mais nous savions tous les deux qu'il était essentiel d'aborder les problèmes directement. Je lui ai exprimé ma profonde déception qu'en 5 ans, elle n'ait jamais remis en question les histoires que sa mère lui avait racontées, qu'elle n'ait jamais cherché à les vérifier, ni avec moi, ni avec d'autres membres de la famille qui connaissaient la vérité. Je lui ai aussi dit que, compte tenu de l'amour, de l'affection et du respect que je lui avais toujours montré depuis son enfance, il me semblait absurde qu'elle ait choisi de mentir pour sa mère sans jamais me laisser la moindre chance de me défendre. Aussi fort que j'essaie de tourner la page, il me serait impossible d'oublier ce qui s'est passé et de prétendre que tout va bien. C'est quelque chose qu'elle devrait accepter si nous voulions aller de l'avant. Le pardon pourrait être envisageable, mais l'oubli ne le serait pas. Elle a reconnu cette réalité et admis qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour changer le passé ou réparer totalement le mal qu'elle avait causé. Elle avait fait de nombreuses erreurs, sans jamais remettre en cause sa propre vision ou celle de sa mère, convaincue que celle-ci ne lui mentirait jamais sur quelque chose d'aussi grave. Elle croyait sincèrement que je cachais habilement ma vraie nature à tout le monde, sauf à sa mère, qui prétendait me connaître réellement. Maintenant qu'elle réalisait à quel point elle s'était trompée, elle voulait désespérément réparer ses torts, d'une manière ou d'une autre. Même si je ne voulais pas engager de poursuite contre sa mère, elle espérait au moins que je lui offrirais une seconde chance de me prouver qu'elle pouvait être une meilleure fille qu'avant. Elle acceptait que certains de ses actes la hanteraient pour le reste de sa vie, et elle ne s'attendait pas raisonnablement à ce que j'oublie le traumatisme et la douleur qu'elle m'avait causés, mais elle me demandait une chance de réparer une partie de ces dommages et de reconstruire notre lien, petit à petit, selon les conditions qui me conviendraient. Après notre longue discussion, je lui ai dit que j'avais encore besoin de temps, car tout cela était très soudain et inattendu, et que j'avais besoin d'espace pour digérer tout ce qui s'était passé et tout ce qu'elle m'avait confié. Elle a accepté sans hésiter et m'a assuré que je pouvais prendre tout le temps qu'il me faudrait, réitérant à quel point elle était désolée pour ce qu'elle avait fait et la souffrance qu'elle avait causée. Malgré ses efforts pour rester calme tout au long de notre échange, elle a fini par fondre en larmes, tout comme moi. Le poids émotionnel de tout ce que nous avions perdu était accablant pour nous deux. Au final, je suis heureux que nous ayons eu cette conversation, car cela nous a permis d'aborder de nombreux sujets ouvertement et honnêtement, ce qui est la seule voie possible pour avancer après le chaos créé par Sarah. Pour être honnête, je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner complètement et tourner la page définitivement, mais cela vaut la peine d'essayer, pour nous deux. Après avoir parlé avec Maya, j'ai décidé de m'adresser à Sarah pour discuter de la modification de notre accord de garde, afin que Noah et Emma puissent passer plus de temps avec moi. J'avais d'ailleurs prévu de m'occuper de cette question cette année, indépendamment du retour de Maya dans ma vie, et l'occasion parfaite s'était présentée, maintenant que j'avais un levier supplémentaire. J'ai contacté Sarah et lui ai dit que nous devions discuter sérieusement de la garde des enfants. Comme je m'y attendais, elle a immédiatement tenté d'éviter la conversation, prétextant être occupée pour les semaines à venir avec le travail et d'autres obligations. Il était évident qu'elle cherchait à gagner du temps, espérant que j'abandonnerais, comme je l'avais fait les années précédentes. Je lui ai donc annoncé que Maya m'avait déjà parlé longuement, et que si elle ne voulait pas que je la signe en justice pour ses actes et ses manipulations, elle devait me rencontrer pour modifier légalement notre accord de garde. Je lui ai également dit que je voulais qu'elle cesse de recevoir les pensions alimentaires que je versais, car je savais qu'elle et Thomas avaient récemment lancé une entreprise ensemble, et qu'ils n'avaient plus de difficultés financières comme ils l'avaient prétendu pendant des années. J'ai aussi exigé qu'elle me rembourse l'argent qu'elle m'avait soutiré sous de faux prétextes, de la manière qui lui conviendrait, sinon je l'attaquerais en justice avec le soutien de Maya, qui était désormais prête à témoigner en ma faveur et à révéler toute la vérité sur ce qui s'était passé. Je lui ai donné un choix clair, soit coopérer sans subir de conséquences juridiques, ce que je préférais pour le bien de tous, soit emprunter une voie plus difficile devant les tribunaux, entièrement à elle de décider laquelle. Avec Maya à mes côtés, je me sentais maintenant confiant comme jamais auparavant, et je me fichais de ce que Sarah penserait de mon ultimatum ou de la manière dont elle pourrait le présenter aux autres. Je considérais que j'avais gagné le droit d'être ferme après tout ce qu'elle m'avait fait endurer pendant tant d'années. Elle est restée silencieuse au bout du fil et m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir et en parler avec Thomas. Son ton avait nettement changé,
il n'y avait plus cette assurance habituelle qu'elle affichait toujours face à moi, et c'est exactement ce que je voulais entendre après tout ce temps. Je lui ai donné jusqu'à la fin de la semaine pour prendre une décision, mais je l'ai averti que si je n'avais pas de réponse d'ici là, je consulterais immédiatement mon avocat, et elle risquerait de perdre encore plus si nous allions en justice avec le témoignage de Maya à l'appui de mon dossier. Elle s'est énervée et m'a accusé de chantage, mais je lui ai répondu que je me moquais de la manière dont elle appelait cela à ce stade. J'avais passé des années à essayer de rester en dehors de tout ce chaos, à tenter de maintenir la paix et la stabilité pour le bien des enfants, mais désormais, j'étais déterminé à récupérer mon argent, ma vie, et surtout ma place légitime dans la vie de mes enfants, peu importe ce que cela me coûterait, que ce soit en la mettant sous pression ou en l'amenant devant la justice. Jusqu'à récemment, j'aurais pensé différemment de cette approche directe, mais j'ai compris que mon hésitation venait de mes expériences négatives précédentes devant le tribunal, et de la peur de perdre encore une fois. Cependant, avec Maya qui me soutenait maintenant et prête à témoigner sur les manipulations dont nous avions été victimes, je n'étais plus inquiet du résultat. Je sentais que la justice allait enfin être rendue, après toutes ces années. Mise à jour 3, la fin de la semaine est arrivée rapidement, et hier, j'ai parlé avec Maya de ma conversation avec sa mère. Je voulais m'assurer qu'elle comprenait bien ce qu'on pourrait lui demander si nous devions aller jusqu'au tribunal. Je lui ai demandé si elle serait vraiment prête à témoigner à nouveau, en contradiction avec son témoignage précédent, car même si elle n'avait que 15 ans à l'époque et qu'elle était mineure légalement, cela pourrait lui poser des problèmes, à la fois sur le plan juridique et émotionnel. Je voulais qu'elle comprenne pleinement ce dans quoi elle s'engageait si Sarah refusait de coopérer. Elle m'a assuré avec une conviction totale que même si elle devait subir des conséquences personnelles, ce serait pour une cause juste, parce que ce que Sarah avait fait à nous deux était impardonnable et impossible à justifier selon toute norme raisonnable. De plus, elle a admis ouvertement que ses propres actes avaient été répréhensibles dès le début. Elle savait qu'elle mentait au moment où elle avait témoigné, et elle avait choisi de le faire pour aider sa mère à obtenir ce qu'elle voulait dans le divorce. Cela avait été une décision difficile pour elle, car elle n'était pas naturellement malhonnête ou manipulatrice, mais elle l'avait fait parce que sa mère le lui avait demandé et l'avait convaincue que c'était nécessaire. Pourtant, elle n'avait jamais personnellement été témoin du comportement qu'elle avait décrit devant le tribunal. Désormais, elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour réparer ses erreurs, quelles que soient les conséquences pour elle-même ou pour sa relation avec sa mère. J'ai été submergé par l'émotion quand elle m'a dit cela, car cela confirmait, sans aucun doute, qu'elle était sincère dans sa volonté de se racheter. Elle ne disait pas ces choses simplement pour se soulager la conscience, elle les pensait vraiment, et elle était prête à agir en conséquence. Néanmoins, j'espérais que Sarah accepterait mes demandes sans trop de résistance, nous épargnant à tous des complications judiciaires que je voulais éviter si possible. Si elle réfléchissait de manière rationnelle à ses propres intérêts, elle comprendrait aussi qu'elle avait tout à perdre devant un tribunal, compte tenu de ce qui pourrait être révélé. Ce matin, j'ai finalement appelé Sarah pour obtenir sa réponse, en espérant qu'elle avait pris une décision raisonnable. Elle n'a pas répondu à mes premiers appels, alors je lui ai envoyé un message en lui disant qu'ignorer le problème ne le ferait pas disparaître, une leçon qu'elle aurait dû apprendre depuis longtemps. Elle m'a finalement rappelé, et pendant les premières minutes, elle a tergiversé, perdant mon temps avec des banalités et des propos vagues. Je lui ai demandé directement si elle avait une réponse à ma proposition ou si je devais contacter mon avocat immédiatement, car je commençais à être fatigué de cette conversation et de ces tentatives d'évasion. Après avoir évité la question encore plusieurs minutes, essayant de détourner la discussion, elle a fini par accepter mes conditions. Sa seule demande était que nous n'impliquions aucun avocat, et je lui ai dit que j'étais prêt à respecter cette condition dès qu'elle s'engagerait à effectuer le premier remboursement dans le mois suivant. Je n'étais pas disposé à attendre indéfiniment qu'elle commence à réparer ses torts. Elle a tenté de négocier à nouveau, affirmant qu'elle et Thomas venaient tout juste de lancer leur entreprise et qu'ils avaient besoin de temps pour qu'elle devienne rentable avant de pouvoir commencer à me rembourser. Mais je n'étais pas intéressé par ses excuses ni par sa situation financière. Je lui avais laissé amplement de temps, au fil des années, pour faire ce qui était juste. Elle n'avait jamais reconnu ses erreurs ni tenté de réparer quoi que ce soit, donc je considérais ne plus rien lui devoir à ce stade. Cependant, étant une personne honnête et intègre, je ne voulais que ce qui me revenait de droit, pas un centime de plus. J'avais soigneusement passé en revue les paiements de pension alimentaire des dernières années, que je soupçonnais fortement d'avoir été détournés à des fins personnelles plutôt que consacrés aux enfants, comme cela aurait dû être le cas. Même si elle n'avait pas détourné ces fonds, cela n'avait aucune importance ni sur le plan légal ni sur le plan moral, car elle n'avait jamais eu droit à cet argent, qu'elle avait obtenu par la tromperie et la manipulation. Je suis persuadé que c'est cet argent qui lui a permis de financer le lancement de son entreprise, même si je ne pouvais pas le prouver formellement. Mon comptable avait soigneusement calculé le montant total dû, en tenant compte de chaque paiement effectué, et elle devait me rembourser cette somme intégralement.
Je ne comptais pas utiliser cet argent pour moi-même, mais le mettre de côté pour l'éducation et les besoins futurs des enfants. Mais elle n'avait pas besoin de connaître ce détail. Je faisais preuve d'équité, ne demandant que ce qui m'était légitimement dû, contrairement à la façon dont elle avait agi tout au long de notre divorce et de la procédure de garde. Je lui ai dit de considérer cela comme mon dernier geste de bonne volonté et de se sentir reconnaissante que j'ai décidé de ne pas engager de poursuites judiciaires qui auraient pu lui causer bien plus de tort. Elle a continué à essayer de négocier des conditions plus favorables, mais j'ai mis fin à l'appel brusquement. Je lui ai ensuite envoyé un message lui disant que je ne voulais plus en discuter, car c'était une perte de mon temps précieux. Je voulais simplement que les paiements soient effectués selon le calendrier que nous avions convenu, et qu'en cas de retard ou de problème, elle pouvait être absolument certaine que je la poursuivrais en justice sans la moindre hésitation. J'ai également consulté mon avocat en privé, et bien que je préfère éviter tout procès, pour le bien de tous, je pensais qu'il était important d'avoir un contrat formel documentant notre accord. J'ai informé Sarah que je lui enverrais ce contrat la semaine suivante pour qu'elle le signe. Telles étaient mes conditions, et je crois qu'elles sont parfaitement justes, compte tenu des circonstances. Que l'on approuve ou non mon approche ou mon attitude m'importe peu, car je considère que le temps de la compréhension et de la douceur est révolu depuis longtemps. Je refuse désormais de tolérer la moindre maltraitance ou manipulation de la part de Sarah, ou de toute personne liée à elle, y compris Thomas. Mise à jour 4, cela fait maintenant plusieurs mois depuis ma dernière mise à jour, et Maya et moi travaillons activement à améliorer notre relation. Ce n'est pas facile, loin de là. Il m'arrive parfois de devenir distant, lorsque les souvenirs de tout ce qui s'est passé me reviennent en tête, et il est difficile d'aller de l'avant quand ces images ressurgissent de manière inattendue. Dans ces moments-là, elle est suffisamment sage pour me laisser de l'espace, sans se vexer, et ensuite nous reprenons nos conversations et essayons de surmonter nos difficultés avec maturité. Nous faisons des progrès, lentement mais sûrement, et je suis confiant que nous continuerons à améliorer notre situation au fil du temps. Sarah, de son côté, respecte ses engagements de manière constante, et je tiens ma promesse de ne pas la poursuivre en justice tant qu'elle continue à se conformer à notre accord. Elle a également signé le contrat dont j'ai parlé dans ma précédente mise à jour, nous avons donc maintenant un accord formel auquel elle ne peut se soustraire sans en subir les conséquences. Je récupère peu à peu ce que j'ai perdu sur le plan financier, mais plus important encore, je retrouve le temps perdu avec mes enfants, y compris avec Maya, ce qui me rend incroyablement heureux et reconnaissant. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas approuvé ma décision de pardonner à Maya, certains pensant qu'elle pourrait me trahir à nouveau si les circonstances changeaient, mais en tant que père aimant sa fille, malgré tout, je doute fortement que cela arrive. Nous reconstruisons notre lien avec prudence et réflexion, et tout le monde fait des erreurs, surtout à un âge où l'on développe encore son jugement et ses capacités de réflexion critique. Je crois que je me trouverais moi-même dans une position difficile si l'on me jugeait éternellement pour les erreurs que j'ai commises à 15 ans. Je suis donc prêt à lui donner une nouvelle chance pour notre relation. Je crois que tout finira par bien se passer, même si le chemin vers ce résultat n'est pas toujours simple ni sans embûches. Noah et Emma ont eux aussi bénéficié du nouvel arrangement, ils passent désormais beaucoup plus de temps avec moi, et notre lien s'est considérablement renforcé. Ils semblent plus heureux, plus équilibrés, et ne sont plus pris au milieu de conflits d'adultes qu'ils ne peuvent pas comprendre. J'ai pris soin de ne jamais parler négativement de leur mère en leur présence, malgré tout ce qui s'est passé, car je suis convaincu que cela ne ferait que leur nuire à long terme. C'est tout ce que j'ai à partager pour le moment. Je suis heureux et je vais bien dans l'ensemble, malgré les difficultés occasionnelles qui surgissent encore. Merci pour votre soutien et vos conseils tout au long de ce parcours, il a été extrêmement précieux d'avoir des avis extérieurs sur cette situation complexe. La vie nous met parfois à l'épreuve de la façon la plus douloureuse, mais c'est dans ces moments que l'on découvre notre force, notre capacité à pardonner, et surtout, à reconstruire ce qui semblait perdu. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les liens brisés, à condition que chacun y mette du cœur et de la sincérité. Aujourd'hui, je choisis de regarder vers l'avenir, entouré de mes enfants, avec l'espoir qu'ensemble, nous pourrons avancer, non pas en oubliant le passé, mais en grandissant grâce à lui. Parce qu'au fond, la famille ne se définit pas par la perfection, mais par la volonté d'aimer malgré les blessures.